Bonjour Yves Psalti. Bonjour Véronique. Alors, je suis contente de te retrouver là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, je vais te présenter. Tu es docteur en sciences biomédicales. Tu as fait de la procréation médicalement assistée. Tu es sexologue également, formateur. Tu as écrit plusieurs livres, notamment Migraine ou gros câlin. Sexe, savez-vous vous y prendre avec les hommes? Voilà. La fonction érectile 2 points, guide de dépannage. Et bricoleur. Oui, donc aujourd'hui, en fait, je suis contente que tu m'accordes un petit peu de temps là, parce que je voulais que tu nous parles un peu de la baisse de désir chez l'homme, en fait. Oui, ça commence à prendre des proportions assez étonnantes. Quand j'ai commencé il y a presque une vingtaine d'années la sexologie, la sexualité, on estimait qu'il y avait 2 ou 3% des hommes qui souffraient d'un manque de désir sexuel. Maintenant, on parle de 10, aux alentours de 10%, donc ça va en exponentiel. Pourquoi? On ne connaît pas les raisons. Donc il y a une baisse aussi de la fertilité des hommes, la quantité de spermatozoïdes diminue et il y a une baisse de désir sexuel. Pourquoi? C'est parce que le stress de la vie, ou bien les pesticides, ou bien la pollution de l'air, de ce qu'on mange, tout ça. Donc il y a plusieurs facteurs, ou bien tout simplement les hommes ont peur des femmes, ils n'ont plus beaucoup de désir. Donc il y a 1001 raisons, mais c'est ça qu'on doit rechercher spécifiquement pour chaque homme, pour voir pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de désir. Tout à fait. Il y a aussi l'attitude, enfin, l'engagement qu'on a dans le couple. Maintenant, on est de plus en plus isolé avec les technologies. Tu parlais du rythme de vie aussi. Quelle place on laisse aussi à notre couple, à notre sexualité? Comment on va s'engager? Je pense que ça, c'est important aussi. Comment on va s'engager? Quelles sont nos priorités, comme tu dis ça, oui. si bien que ça? Quand les gens on va dire pourquoi vous ne faites plus si souvent l'amour, alors l'excuse, entre guillemets, que les gens vont sortir, la fatigue. On est très fatigué. Voilà. Donc il y a une dizaine d'années, une étude a été faite en Angleterre. Ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui sont depuis ensemble, ils sont depuis 30 ans, et qui font encore l'amour pendant 5 fois par semaine. Après 30 ans, encore ils font l'amour pendant 5 fois par semaine. C'est possible. Donc ils ont fait, alors ils se sont dit, mais qu'est-ce qui est intéressant? Comment font-ils? Pour les autres, ils ont abandonné l'amour depuis longtemps, hein, et encore ils font 5 fois par semaine. Donc ils ont fait une étude pour trouver qu'est-ce qui ressortait. Qu'est-ce qui était commun à ces couples-là pour le faire? Vous savez sur quoi ils sont tombés? Ce sont des gens qui travaillent 60 heures par semaine. Donc ça n'a rien à voir sur la fatigue. Ça, c'est une philosophie. Ils travaillent beaucoup. Ils rentrent à la maison, au lieu d'aller dans le fitness club pour se déverser le trompe-là, ou bien de se mettre devant la télé, alors ils vont devant Facebook. Donc ils se disent déjà, on va rentrer à la maison, on va se faire une chouette petite soirée ensemble, on va manger, on va boire des galipettes, et une fois que les galipettes commencent, le petit approchement, parfois ça dégénère et ça donne du sexe. Voilà, c'est pour ça qu'ils font 5 fois par semaine. C'est une philosophie. Pour eux, la meilleure façon de se relâcher, évidemment, c'est de la sexualité. Parfois, la sexualité est du top au top. Ils vont obtenir un orgasme fabuleux. Dans la majorité des cas, ils vont obtenir un tout petit orgasme, mais ils seront contents de ça. Donc, vraiment, ils vont s'investir, ces gens-là, dans la sexualité. Oui, et c'est important ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont se réjouir de se retrouver à la maison, de préparer un contexte agréable et tout ça, et ils vont se rapprocher, et peut-être, tu disais que ça dégénère en relation sexuelle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les gens ils comprennent ce que je veux dire. Peut-être qu'effectivement on va aller jusqu'à une relation sexuelle, jusqu'à un orgasme, jusqu'à ça, mais peut-être pas. Peut-être que le plaisir il va s'arrêter au contact des corps, aux caresses et comme ça. Et ça, c'est déjà important pour maintenir l'intimité. Voilà, maintenir la relation, l'intimité de la relation, et du coup, la possibilité de maintenir des relations sexuelles. Et de recommencer peut-être le lendemain, en se disant on a passé un très bon moment ensemble, au lieu de regarder la télé ou bien au lieu d'aller dans le fitness club. Donc on passe une soirée ensemble et ça se passe très bien. Et de partage aussi, de communication.
plutôt que de s'isoler chaque fois, chacun de son côté, absolument. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas laisser trop de... Enfin, le risque, quand on laisse trop de temps aussi entre des rapports sexuels, s'il y a eu un souci ou une fatigue ou comme ça, c'est de ne plus trop savoir comment s'y prendre pour revenir vers le ou la partenaire aussi. Il y a ce risque des fois. Donc le plus grand danger du désir sexuel, c'est l'abstinence prolongée. Ouais. Donc chacun a une fréquence qu'on dit optimale. Donc il n'y a pas de norme parce que chacun a sa fréquence optimale. Alors c'est quoi la fréquence optimale? La fréquence optimale, c'est, disons que ma fréquence est une fois toutes les 4 jours, ça marche bien. Optimale, ça veut dire que je suis encore dans la spontanéité. Du moment que je l'ai fait dans les 4 premiers jours, je sais encore comment aller vers l'autre. Ouais. Je sais comment l'inviter l'autre pour la relation sexuelle. Mais si je suis au 5e jour, je perds cette spontanéité, je vais commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour l'inviter? Commence à avoir l'anxiété. L'anxiété, qu'est-ce que je dois faire, tout ça? Alors j'ai dit, aujourd'hui c'est pas bon, allez on va attendre encore un jour. 6e jour, ou là 6e jour, alors 7e jour, alors on arrive au 15e jour. L'autre est à côté de moi, moi je suis à côté d'elle. On est en train, chacun, qui va faire le premier pas, on est en train de se regarder, personne ne va oser, encore on va attendre une semaine. Donc la spontanéité est partie. Donc on a dépassé la fréquence optimale qui était par exemple une fois tous les 2 jours, certains une fois tous les 4 jours, pour d'autres, tout ça, on a dépassé. Donc si vous voulez maintenir, ne dépassez pas cette fréquence qui est optimale pour vous parce que vous allez perdre la spontanéité, vous allez commencer à réfléchir. Réfléchir, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour y arriver, c'est foutu. Et puis, imaginez des scénarios qui, en fait, nous génèrent encore plus d'angoisse. Ah oui, mais alors maintenant, je ne sais pas comment je dois aller vers lui ou vers elle. Et puis, s'il n'a pas envie, puis... Alors, on est là et on fait monter l'anxiété. Puis après, si j'y arrive pas... je vais tout jeter, alors, du coup, il y a l'angoisse de performance. Enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent s'accumuler, en fait. Et alors là, on ne s'en sort pas. Ouais. Okay. Donc, en fait, il faut quand même entretenir ça. Il faut entretenir au ça. rythme qui nous convient. Au rythme qui nous convient, mettre des choses en place pour ne pas dépasser le jour de trop. La date de péremption. La date de péremption, après ça devient très très compliqué. Ouais. Donc de mettre des choses en place et de relancer le couple, mais de réfléchir à ça. Et la meilleure façon de réfléchir à ça, c'est vous sortez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez le droit d'être fatigué, vous entrez à la maison, vous avez 20 minutes, 30 minutes. Je veux bien quand on sort du boulot, qu'on pense au boulot où le chef il m'a fait chier, le sous-chef il m'a marché sur les pieds, tout ça. Mais les 5 dernières minutes avant d'entrer à la maison, essayez de vous projeter. Tiens, je vais voir madame va m'attendre, on va faire ceci, on va se tenir, on va mettre les enfants le plus tôt possible au lit et on va avoir notre soirée ensemble, on va faire ceci, cela. Dès que vous entrez à la maison, vous avez déjà le programme de la soirée parce que vous avez anticipé les retrouvailles et que vous savez que vous aurez des bonnes retrouvailles. Donc anticiper les retrouvailles, c'est pas mal non plus. Oui. Et puis, justement, il y a aussi, comme tu dis, alors on a peut-être une journée de boulot difficile et tout ça, mais on peut aussi choisir de ne pas rester dans ces pensées-là et puis de déconnecter, puis de regarder un peu de côté comme ça pour voir les choses plutôt positives, de se retrouver et pas ressasser inlassablement les problématiques de la journée, quoi. C'est ça. Et puis il y a une part de choix et de volonté aussi. Et puis il faut aussi maintenir toujours la machine en marche. Disons que l'homme ou bien la femme, ou bien disons, puisqu'on est en train de parler du désir sexuel, donc on a dit que c'est très compliqué une abstinence sexuelle prolongée. Donc vous arrivez à la maison, vous êtes tout frais, tout pimpant, mais madame ne répond pas, mais masturbez-vous. Masturbez-vous, donc masturbation, orgasme, éjaculation, ça va aider à maintenir la machine en marche. La masturbation, c'est très bon pour la santé, vous savez. Voilà. Et puis, ça fait partie de la sexualité. De la sexualité saine, aussi bien chez l'homme. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Oui. Donc, n'oubliez pas, la masturbation, c'est pas « ah, tu me trompes », tout ça. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Pour avoir une bonne santé sexuelle, il faut avoir les 3 activités sexuelles, fantasme, masturbation, relation sexuelle, avec une fréquence optimale, c'est-à-dire où encore je suis spontanément dans le désir sexuel. Oui, d'accord. Je crois que ça, c'est important de le signifier, hein, ces 3... Ah, donc c'est 3 activités sexuelles. Donc les gens qui ont une bonne santé sexuelle ont ces 3 activités sexuelles. Et pour maintenir la machine en marche, je pense que c'est primordial
d'avoir ces 3 activités sexuelles. C'est important de le signifier parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont enfermées dans les croyances ou dans les schémas éducatifs, hein, ou la masturbation, ou là là, quelle horreur, enfin des choses comme ça. Et je trouve que c'est bien, enfin, en venant chez le sexologue, de pouvoir communiquer ça, qu'en fait c'est tout à fait quelque chose de naturel et de nécessaire. Et donc on a un rôle, en tant que sexologue, on a un rôle d'éducation sexuelle chez les gens qui viennent, et dans notre éducation sexuelle, on leur explique l'important, si pour eux c'est tabou, fantasme ou masturbation, le grand tabou, on essaie de casser les tabous, de dire positivement, d'expliquer les bienfaits des fantasmes, les bienfaits de la masturbation, les bienfaits de la relation sexuelle, et que même si on est très heureux dans le couple, ça n'empêche pas monsieur et madame tout le monde de se masturber. Masturbez-vous, c'est très très bon. Et puis échanger, communiquer, plutôt que de partir dans des craintes et des croyances. Il se masturbe, ça veut dire que... non, on peut échanger et puis l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir une sexualité épanouie. Avec une communication sexuelle, de pouvoir dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, si je me masturbe. Il ne faut pas tout raconter au niveau des fantasmes, parce qu'il y a certains fantasmes qui vont rentrer dans le jardin secret, mais j'ai envie de me masturber, tu as envie de te masturber. Tu sais, moi ce soir, j'ai pas envie. Voilà, c'est aussi respecter. Va te masturber, comme ça aura une bonne décharge pour toi, et demain tu seras encore mieux, tout ça. Donc, casser le tabou de la masturbation, parler masturbation, parler rapports sexuels, parler de ce que vous aimez, parler de ce que vous n'aimez pas, donc essayez d'avoir une bonne communication au niveau de la sexualité. Très bien. C'est bon pour le désir sexuel. Voilà. Vous avez plein de conseils du docteur Psalti. Alors, je te remercie, Yves. Merci, Véronique. À la prochaine. Oui. Ciao.